En pleine saison estivale, sur le bassin d'Arcachon, près de 13 000 bateaux se croisent sur des eaux apparemment calmes. La célèbre dune du Pilat domine les passes d'entrée et de sortie vers l'océan Atlantique. Des courants puissants, un site exceptionnel mais dangereux pour les plaisanciers. Oui, correct, la position du bateau, s'il vous plaît. François et Luc ne sont pas des professionnels, ce sont des bénévoles, des citoyens comme vous et moi, qui se portent au secours des vacanciers. Ils font partie des 30 sauveteurs de la SNSM du Cap Ferret. Longitude 0,1 degré. Avec ses 237 bases, la Société nationale de sauvetage en mer porte gratuitement secours aux marins le long des côtes françaises. Alors tu me dis quoi alors? Donc on est sur la pointe nord d'Arguin, a priori côté passe. D'accord, entre Arguin et la dune du Pilat. C'est ce que c'est comme bateau? 4,50 m, 4 personnes à bord. Ouais. Par contre, j'ai cru en comprendre qu'il y avait... François est capitaine de bateau-taxi. Luc est fonctionnaire au département. Ils ont renoncé à leur samedi de repos pour porter assistance aux plaisanciers. François, ce qu'on va faire en premier, on va déplacer le mouillage, on va la mettre à l'extérieur là, parce que là ça commence à monter, regarde, il y a 50 mètres là. Le moteur de ce bateau est en panne. Des vacanciers se sont réfugiés sur cet îlot qui sera submergé à marée haute. Sans l'intervention de Luc et François, ces deux familles risquaient de se noyer au milieu des flots. Je vais m'approcher, vous avancez un peu dans l'eau. Je vais pas pouvoir aller bien plus loin. C'est bon? Il faut faire vite. Ouais, voilà, la petite demoiselle vient s'asseoir là, s'il vous plaît. Le Zodiac des sauveteurs risque de s'échouer sur le sable. Allez messieurs, allez-y. On mouille le maillot. Allez hop. Ouais, bon. Pendant 2 heures, Luc et François vont remorquer les deux familles jusqu'au port. C'est quand même des gens qui sont indispensables. Il y a beaucoup de plaisanciers sur le bassin, énormément. C'est ce qui fait qu'on continue à prendre le bateau, hein, parce qu'autrement, s'il n'y avait pas ce service-là, qu'on était sûr qu'il existe, on ne prendrait plus le bateau. Bravo, quoi. Merci. S'ils disent merci, c'est qu'ils ont compris un peu comment ça fonctionnait, la SNSM, et aussi si on peut transmettre un peu un esprit de solidarité en mer, ça c'est vachement, ça c'est important, quoi. Voilà, c'est ça qui est important quand on dit merci, quoi. C'est vraiment ça. Comme ces sauveteurs en mer, 500 000 secouristes français jonglent entre leur vie professionnelle et familiale pour sauver leurs concitoyens. On s'écarte! Ce sont peut-être vos collègues ou vos voisins qui sacrifient gratuitement de leur temps, parfois au péril de leur vie, pour aider les autres. En Vendée, Johan, 35 ans, a choisi d'être pompier volontaire. Il est aussi jardinier communal. Ce jeune père de famille consacre 1 semaine par mois à secourir les habitants de son île, qui n'a pas d'hôpital. Ouais. Dans les Hauts-de-Seine, PC 92 de Castor. Manuela, 42 ans, est chef d'équipe à la Croix-Rouge. Sa profession, secrétaire de direction. Entre soirées et week-ends, cette mère de 2 enfants passe 35 heures par semaine dans son ambulance de secouriste. Vous avez toujours mal à l'épaule? Au Cap Ferret, François, 43 ans, est sauveteur en mer à la SNSM. Il est également ostréiculteur et capitaine de bateau-taxi. De jour comme de nuit, ce père de famille porte secours aux plaisanciers en difficulté. Adrien, 26 ans, est chef d'équipe à la protection civile. Ce coordinateur chez SOS Médecins a pris 1 semaine de congé pour venir en aide aux victimes des fêtes de Bayonne. Vous avez bu de l'alcool? Secouristes au quotidien, ils sont aussi indispensables lors des tragédies nationales comme les attentats de Charlie Hebdo ou ceux du 13 novembre 2015. Au Pays Basque, en région parisienne, sur l'île de Noirmoutier ou sur le bassin d'Arcachon, plongés dans la vie mouvementée de ces héros anonymes et bénévoles. En cette fin de mois de juillet, la ville de Bayonne se pare des couleurs traditionnelles de la fête. Le rouge et le blanc envahissent les rues. Le 4e plus grand festival au monde s'apprête à recevoir 1 200 000 fêtards. Les fêtes de Bayonne,
c'est aussi près de 1500 blessés en 5 jours. Pour les soigner, le plus important dispositif de secours du pays est mobilisé. Le seul à rassembler 2 grandes associations, la Croix-Rouge, en beige, et la Fédération nationale de la protection civile, en orange et bleu. 200 bénévoles vont se relayer pendant cette semaine de festivités. À leur quartier général, les dernières ambulances de la protection civile arrivent de toute la France. Bon, on recule encore, vas-y, il y a la place. Puis quand t'entends boum, c'est que c'est bon. C'est bon. Stéphie est bénévole dans le département de l'Aube. Avec ses 3 équipiers, elle vient de parcourir 850 km. Hey, je viens du Nord. Hein. Je viens du Nord et je suis une frileuse alors. Normal. 120 bénévoles de la protection civile ont répondu présents. Stéphie a sacrifié une partie de ses congés pour participer à cette aventure collective. Donc sur notre équipage de 4, il y en a 2 qui ont pris des vacances pour venir prêter main forte à la protection civile. Ouais, c'est ça. On est maso. Il y en a beaucoup, je crois, la protection civile. Ouais, il faut l'être pour... Une semaine de vacances, c'est ça sur vos vacances d'été? Oui. Pour leur séjour à Bayonne, les secouristes ne sont pas logés à l'hôtel. Ah ben, vous connaissez, cherchez votre chambre. Mais dans les dortoirs de l'internat de ce lycée. Après, les filles sont avec les filles, les garçons avec les garçons. Ça. On mélange pas. Au départ. Ah, voilà, au départ. Stéphie est infirmière hospitalière. C'est la seconde fois qu'elle se porte volontaire pour cette mission. Pendant 5 jours et 4 nuits, la jeune femme ne va pas beaucoup dormir. Les interventions vont s'enchaîner, un travail très éloigné du confort aseptisé du bloc opératoire. Moi, je travaille dans un service de chirurgie, donc c'est vrai que quand on vient sur des événements comme ça et qu'on travaille dans d'autres conditions, dans l'urgence, et on peut travailler par terre, c'est d'autres façons de faire aussi. Donc moi, je trouve ça très bien. Adrien arrive de la région parisienne. Lui aussi a pris une semaine de congé. Il revient cette année à Bayonne car les fêtes, c'est un peu la grand-messe du secourisme en France. J'ai fait l'année dernière où j'ai fait pratiquement que de l'ambulance, donc c'est-à-dire tout ce qui est transport de victimes. L'addition de l'alcool plus les drogues, etc. font qu'effectivement il y a un peu plus de risques. Mais après, nous, sur notre secteur, dans le Val d'Oise ou même sur l'île de France, avec les Solidays, etc., on a l'habitude d'avoir ce genre d'intervention. 20h, Bayonne s'apprête à vivre sa première nuit de fête. Les ambulances de la protection civile vont transporter toutes les victimes entre les postes de secours et l'hôpital local. Dans ce genre de manifestation, la présence de secours d'urgence est une obligation. Mais les équipes de l'État, pompiers et SAMU, ne suffisent pas. Sans les bénévoles, les fêtes de Bayonne n'auraient pas lieu. Ce soir, Adrien et son équipe renforcent les rares véhicules de pompiers professionnels mobilisés pour repêcher les blessés dans la ville. Attends, arrête-toi. Il y a quelqu'un qui nous a fait signe. Bonsoir. Bonsoir. On a un mec là qui vient de faire une chute, il a toute la tête en sang. Bonjour. D'accord, venez, on va tout de suite dans l'ambulance et on va se mettre sur le côté. Mettez-vous sur le côté, messieurs. Premiers excès d'alcool et première victime. Ce monsieur a un sérieux coup dans le nez. Il y a certainement un trauma au niveau du nez, neuro, c'est bon, pas de détresse vitale, consommation d'alcool, chute de sa hauteur suite à la consommation. Je suis tombé au sol, je n'ai pas fait grand chose pour essayer de me retenir. Non, mais ça marche, y a pas de problème. Je l'ai pas cherché. Bon, ça arrive. Il a fait une chute, on peut tous chuter. Hein. En fait, on dégrossit, monsieur, là. Oui, bien sûr, oui. Ces bénévoles ont le même niveau de secourisme que les pompiers professionnels. Mais ils ne perçoivent ni salaire, ni indemnité. Finalement, le salaire, c'est pas le plus important. Le salaire, on pense toujours à rémunération financière, mais voilà, travailler à la protection civile, c'est aussi donner son temps, être dans une grande famille, rencontrer des amis. C'est beaucoup plus large que ça, rien que un poste de secours ou une victime qu'on a pris en charge, qui nous dit merci, qui nous fait un sourire.
voilà, c'est le plus beau salaire qu'on puisse avoir. Pour se blesser, la fête se termine dans un gymnase aménagé en hôpital pour désengorger les urgences de la ville. Allez, bon courage. Merci. Et puis bonne fête. Bah, elle se termine et maintenant je vais être tranquille. Allez, au revoir Mathieu. Au revoir. Au revoir. Mon petit écart. Depuis le début de la soirée, Stéphie et ses équipiers enchaînent les transports de victimes alcoolisées. Ce fêtard s'est cassé le coude en relevant un drôle de défi. J'ai fait du ski bouteille en fait. C'est quoi le ski bouteille? En fait, on écrase 2 bouteilles, on met les 2 pieds dessus et puis il y a 2 copains qui nous traînent comme ça. Mais moi je l'ai fait dans une tente là où tout le monde grimpe. Ouais, je me suis éclaté quoi. Une belle chute, très belle chute. Des applaudissements et tout quoi. Non, c'était beau. C'était beau, mais le résultat est beau aussi. Je me suis fait mal. C'est pas grave. Vous allez faire la radio, comme ça vous serez vite fixé. Ouais. Vous n'êtes pas fait mal ailleurs, vous n'avez pas de douleur, Un petit peu rien. au genou là. Ouais. Je boite un peu. N'hésitez pas quand même à le montrer sur le au médecin sur place. Le skieur sur bouteille est admis aux urgences. Cette nuit, les secouristes vont transporter plus de 70 victimes et près de 300 dans la semaine. Si c'est le point jeune, quoi. Si c'est le point très jeune, de toute façon. Pour cette mission d'utilité publique, Régine, la directrice départementale de l'association, fait payer, mais à moindre frais, ce dispositif de secours à la ville. Nous facturons 60 000 € sur les fêtes de Bayonne. Ça représente donc le travail de plus de 80 secouristes, le jour, la nuit. Je crois que le calcul est vite fait. Et c'est vrai que les collectivités, quelles qu'elles soient, que ce soit Bayonne ou ailleurs, hein, c'est pareil. En effet, elles réalisent, je pense, grâce à nous quand même, une économie substantielle. Si les secouristes étaient payés, cela coûterait 3 fois plus cher à la commune de Bayonne. En région parisienne aussi, de nombreux bénévoles compensent le manque de moyens publics. Ils accomplissent chaque jour des missions de secours d'urgence. Quartier de la Défense, à Paris. Vendredi soir, Manuela quitte son bureau. Mais une deuxième journée de travail attend cette secrétaire de direction. Elle est aussi secouriste à la Croix-Rouge des Hauts-de-Seine. Je travaille 35 heures et j'en fais autant à la Croix-Rouge par la suite. Il y a la vie professionnelle, la vie de maman et la vie de secouriste. Donc 3 vies en une, c'est pas mal. Il est 19h, Manuela va rejoindre son antenne locale où elle dirige une quarantaine de bénévoles. Hey, ça va? Cette nuit, son équipe va prêter main forte au SAMU. Ça va? Quand les victimes n'ont pas besoin de médecins, la Croix-Rouge intervient à la place des professionnels du secours. Vous avez vérifié le matériel ou pas? Oui, bien sûr. On a tout ce qu'il faut. Combien d'oxygène? 600. Apprentis pompiers, chômeurs ou informaticiens, ces secouristes ont suivi 10 jours de formation. J'ai de quoi te faire 10 victimes. Dans leur ambulance, du matériel de premier secours, le même que celui des pompiers. On a donc des bouteilles d'oxygène, on a effectivement une primaire qui contient un certain nombre de choses pour les premiers secours. On a un défibrillateur et on a des moyens de transport, donc brancard, siège, couverture de transport qui nous permettent de la prise en charge de la victime. Castor, vous partez sur la commune de La Garenne-Colombe. La Garenne-Colombe. C'est parti. L'équipe de Manuela va secourir une fillette de 3 ans. La maman a appelé le SAMU, un service de l'État, mais c'est la Croix-Rouge qui intervient à sa place. PC 92, Castor se présente à la Garenne-Colombe. Bonjour, c'est vous qui avez appelé les secours? Oui. Bonjour. Alors, on est un peu beaucoup, hein? Tu enlèves la tête. La petite fille a chuté, la tête la première de son lit superposé. Elle a l'air un peu sonnée. Tu me dis, est-ce que tu as mal quelque part? Manuela doit faire un bilan avant d'appeler le médecin du SAMU. Est-ce que tu as mal aux jambes? D'accord. J'ai entendu quand même un grand bruit. D'accord. Et il me dit elle est tombée, je dis mais elle est tombée d'où? Il me dit mais elle est tombée du lit, donc une demi-heure après. D'accord. Oui, c'est Manuela pour bilan. Elle n'a pas expliqué à sa mère ce qui s'était passé tout de suite. Elle s'est endormie
Et la maman s'est inquiétée à partir du moment où elle a commencé à vomir. Ok, je te remercie. À toutes. Elle est là, maman. Grâce aux indications de Manuela, le SAMU a diagnostiqué un éventuel traumatisme crânien. La fillette doit passer un scanner à l'hôpital. Ouais, c'est reçu, donc on se rend à l'hôpital de Neuilly en urgence. Ce vendredi soir, dans les Hauts-de-Seine, 3 autres ambulances de la Croix-Rouge ont apporté leur soutien au SAMU. Le week-end, quand Manuela n'est pas accaparée par ses missions en ambulance, elle ne se repose pas pour autant, mais en profite pour former ses équipes. Ce dimanche, à 7h30 du matin, tu veux boire de l'eau, Fanny ? Manuela, son mari Christophe, également secouriste, et leurs enfants ont déjà enfilé l'uniforme fétiche de la famille. Ils vont passer une journée de formation à la Croix-Rouge. Fanny, 11 ans, et Thibaut, 14 ans, ont attrapé très tôt le virus de leurs parents. Thibaut était tout petit. Déjà, sa première formation, il l'a passée dans un COSI. Il avait quelques semaines. Et puis, les enfants sont toujours venus sur des formations en attendant de pouvoir monter avec nous dans les camions. Moi, je pense que c'est important, effectivement, cette envie d'aider les autres parce que c'est hyper enrichissant. Moi, j'ai commencé à 16 ans et je trouve que c'est une belle école de la vie, la Croix-Rouge. Ouais. On apprend beaucoup. Fanny et Thibaut devront patienter pour devenir de vrais secouristes. En attendant 16 ans, l'âge minimum requis pour intégrer la Croix-Rouge, la fillette se contente d'un uniforme bricolé par maman. La taille la plus petite ne permet pas d'habiller un enfant. Donc on a pris un pantalon de Fanny auquel on avait fait un peu de couture pour lui permettre d'avoir des bandes. Et pour le gilet, on est obligé de le refermer un tout petit peu, voilà, de rabattre, pour pouvoir avoir une tenue à peu près à la taille de Fanny. Donc on fait avec parce que pour eux, ils sont fiers de porter un uniforme et de faire en fait comme les grands. Pourquoi lui, il est volontaire et moi, j'ai rien? Eh ben, je pense qu'on va lui enlever volontaire ou alors... un deuxième. Tiens, allez. Ouais. Aujourd'hui, je vais te décorer d'actions de volontaire. Hop là. Voilà. Tu es volontaire à la Croix-Rouge française. Allez-y. 2 fois par an, les 876 secouristes de la Croix-Rouge des Hauts-de-Seine se retrouvent pour réviser les fondamentaux. À qui j'ai pas dit bonjour? Je serai tranquille. Tous ces bénévoles viennent d'horizons très différents. Salut. Jade est dresseuse de chiens, Maëva est chef de projet dans la publicité, Lucie est éducatrice de jeunes enfants et Adrien étudiant. C'est bon, j'ai fait le tour? Manuela, la secrétaire de direction, est la seule à venir en famille. C'est marrant de se dire qu'ils font ça en famille, quoi. À mon avis, je crois que c'est la seule famille Croix-Rouge que je connais, en tout cas sur le 92. Ouais. Aussi investie, ouais. Le matin, on va faire MCE. Adulte, enfant. C'est quoi MCE? MCE, massage cardiaque externe. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est immobilisation, relevage, brancardage. Ah, oui. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Bah, pour moi, ils sont plus que des parents normaux. Parce qu'ils donnent leur temps pour aller dans les camions, pour aller sauver des vies. Donc c'est comme des héros. Ça te touche, Manuela? Oui, ça me touche. Le mot est un peu fort, mais... Premier exercice de la journée, la simulation d'un accident domestique. Tu viens avec moi? Pour interpréter le rôle principal, Fanny. En fait, tu as voulu monter sur l'escabeau et t'es tombée, d'accord? Il y a des plaies ou... Parce que moi, je vais faire des plaies. Hein. On va voir s'il y a des plaies tout à l'heure. Je me mets comment? Tiens, assieds-toi là et je vais te mettre un hématome. Tiens, enlève. Je lui fais un maquillage pour que l'équipe puisse s'apercevoir qu'il y a un hématome. Donc en fait, on essaye de rendre le plus réel possible Ça fait mal. Les simulations. Au secours, au secours! Les secours arrivent. Bonjour monsieur. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Alors en fait, elle voulait attraper quelque chose et elle est tombée et voilà. Elle me parle, hein, mais... Oui. Bonjour, qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé? D'accord, alors surtout, tu ne bouges pas. D'accord, je vais prendre le maintien-tête.
Secouriste en position, secouriste, êtes-vous prêt? Prêt. Attention pour tourner. Tournez. Halte. Est-ce que tu as envie de vomir? Non. Est-ce que tu as la tête qui tourne? Fanny joue son rôle à la perfection. Secouriste, êtes-vous prêt? Prêt. Attention pour lever. Levez. On va aller à l'ambulance qui est au fond de la pièce, par la petite porte qui est derrière. Et voilà, c'est bon, tu peux Ce sera poser. pour toi, Thierry, la table. En novembre. Ces exercices peuvent sembler récréatifs, pourtant cela n'a rien d'un jeu. Si Manuela juge qu'un secouriste n'est pas à la hauteur, elle peut provisoirement le suspendre de ses fonctions, le temps qu'il se remette à niveau. C'est vrai qu'on est bénévole, on est volontaire, mais on travaille avec des professionnels comme le SAMU 92 et les sapeurs-pompiers de Paris. On ne peut pas se permettre d'avoir des équipiers qui ne connaissent pas leurs gestes. On est quelque part des professionnels, on ne peut pas se permettre de ne pas être bon. Tu laisses la place à Fanny? Vas-y. Rien de tel qu'un massage cardiaque en famille pour éduquer les deux secouristes en herbe. Vas-y. Faut que tu te mettes bien au milieu. Vas-y, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. À toi Thibaut, tu prends le relais. Thibaut n'en est pas à sa première réanimation de mannequin. Sa technique est parfaitement maîtrisée. C'est génial, la relève est assurée, il n'y a plus qu'à entretenir tout ça. C'est comme si on allait sauver des vies, comme les grands médecins. Bah, asseyez-vous. Hein. Chaque année, les 876 bénévoles de la Croix-Rouge des Hauts-de-Seine réalisent près de 4000 interventions à la place des médecins du SAMU et des pompiers militaires de Paris. En France, de nombreux autres bénévoles sont aussi indispensables pour venir en aide aux victimes. Dans les petites communes, les secouristes préférés des Français sont en première ligne, les pompiers volontaires. Ils ont la même formation que les soldats du feu professionnels, mais le salaire en moins. Et ce dimanche matin du mois d'août, sur cette plage vendéenne, pas de grasse matinée pour ces pompiers. Un peu d'exercice. Allez, je pars! Pour garder la forme et entretenir la cohésion du groupe. Dessous, écartez-vous, dessous. L'esprit d'équipe, c'est important chez les pompiers. Elle est bonne à Noirmoutier, l'eau. Surtout. Un peu salé, juste un peu salé. Mais c'est bon. Sur la côte atlantique, à l'ouest de Nantes, Noirmoutier est une île de 10 000 habitants. Mais l'été, 200 000 touristes s'emparent de ce havre de paix. À Noirmoutier, il y a bien un clocher, mais aucun hôpital ni aucune clinique. Dans ce désert médical, seule une soixantaine de pompiers volontaires se débrouillent pour assurer toute l'année les secours sur l'île. Johan est jardinier communal. Bonjour chef. Il s'est engagé dans la brigade de Noirmoutier après avoir été victime d'un accident. Je me suis fait renverser par une voiture à l'âge de 17 ans. Et je me suis dit que je pouvais aider sur l'île en étant pompier. Et en fait, j'ai quand même réfléchi pendant 3 ans. J'ai pris mon courage à deux mains, je suis venu à la caserne prendre un dossier et puis j'ai fait ma formation et ça fait 12 ans maintenant. En haute saison, les appels d'urgence explosent. Les week-ends d'été, Johan et ses camarades assurent des permanences à la caserne pour intervenir plus rapidement. Bon, bonsoir. Donc, nouvelle garde, soyez vigilants. Ces volontaires obéissent aux mêmes règles et à la même hiérarchie que les pompiers militaires ou professionnels. Il y a des grandes marées ce week-end, donc l'influence, je pense qu'elle sera un peu plus importante ce week-end. Ils annoncent super beau en plus. Merci. Allez, copain, c'est parti.
Une femme est en détresse respiratoire. Un médecin de campagne a besoin d'une bouteille d'oxygène des pompiers pour lui éviter un arrêt cardiaque. Donc ça sera de ce bord. C'est là. Allez. Allez, 2. Bonjour monsieur. Voilà, monsieur, madame, je fais une petite décompensation cardiaque. Elle a une saturation à 91%, donc un peu limite, donc c'est pour ça qu'elle a besoin d'un peu d'oxygène. Une fréquence respiratoire à 40 par minute. On le mettait à 3, mais on va lui... Attention, Ça va madame? Ouais. On respire mal. Vous respirez mal? La vieille dame n'a plus un cœur de jeune fille. Je suis à 95. Appeler l'ambulance du SMUR, c'est-à-dire du SAMU, aurait été un choix risqué. On arrive à être à peu près en moyenne en 10 minutes sur les lieux, alors qu'il faut environ 40 minutes au SMUR pour rejoindre le lieu, voire plus l'été lorsqu'il y a plein de monde dans l'île et que les routes sont encombrées. Grâce aux pompiers volontaires, la victime est évacuée sans perdre de temps vers les urgences situées sur le continent. Attention pour lever, lever. C'est bon, Yann? Ouais, impeccable. C'est bon. On va à Chaland. On va faire un tour à Chaland. Comme on me gardera, je ne reviendrai pas. Pas aujourd'hui en tout cas. Comme 2 millions de Français, les habitants de l'île vivent loin d'un hôpital. Les urgences les plus proches de Noirmoutier se trouvent à Chaland, à 40 km de route. Quand les pompiers doivent transporter les victimes vers des gros centres hospitaliers de Nantes ou La Roche-sur-Yon, il faut parcourir 80 km. Du départ au retour à la caserne, la moindre intervention les mobilise pendant des heures. Les interventions, ça peut varier. Sur le centre hospitalier de Chaland, si tout se passe bien, donc c'est 3 heures minimum. Puis si on est orienté sur d'autres centres hospitaliers comme Nantes ou La Roche-sur-Yon, ça peut être 4 heures, 4h30. On est arrivé. Aux urgences de Chaland, la victime est enfin prise en charge. Un soulagement pour Johan et Stéphane. On est désolé pour... Là, vous êtes bien? Ok. Sa grand-mère va bien. Vous la connaissez cette dame? Moi je connais son fils qui habite en face de chez moi. Moi c'est la grand-mère de mon voisin d'en face. Voilà, un copain à moi, donc, un copain de foot. Noirmoutier est petit, voilà, tout le monde se connaît, donc c'est vrai qu'on est amené, surtout l'hiver, à emmener des personnes de Noirmoutier qu'on connaît. Plus de 190 000 pompiers, soit 80% des effectifs en France, sont des volontaires qui s'investissent dans leur ville ou leur village. L'adjudant-chef Stéphane, agent à la déchetterie de l'île de Noirmoutier, s'est engagé pour des raisons très personnelles. J'ai tellement vécu des choses dans ma vie de famille quand j'étais gosse. J'ai eu le feu à la maison, j'ai eu un frère qui a eu un grave accident de la route, mon père qui est décédé, qui s'est noyé à Lisieux, enfin un ensemble de choses qu'on fait que je dis allez hop, je me lance mon défi personnel, je rentre pompier. Il n'y aurait pas de pompiers à Noirmoutier, pas de pompiers volontaires, il n'y aurait pas de secours, on ne pourrait pas apporter de secours aux personnes, protection des biens et ainsi de suite. À Noirmoutier, les volontaires réalisent près de 700 interventions chaque année. Partout en France, les secouristes bénévoles sont devenus tellement indispensables qu'ils doivent parfois sacrifier leur vie professionnelle. Sur le bassin d'Arcachon, Bruno est l'un des rares bénévoles de la SNSM à être un professionnel de la mer. Sa carrière de marin l'a mené sur tous les océans du globe. Depuis qu'il pêche le long des côtes, Bruno sacrifie régulièrement son gagne-pain pour venir au secours des naufragés. Bénévole, en fait, on perd de l'argent. Si à la moitié pêche, on me déclenche, je vais mettre mon filet à bord, je vais filer au bateau. J'aurais perdu du temps, donc de l'argent. J'aurais peut-être pas fait la pêche que je voulais faire. Enfin, ça nous coûte de l'argent. Va dans le bateau. Pas trop vers toi.
Ce matin, Bruno et son fils sont venus piéger dans leur filet du mulet noir. La pêche n'est pas très bonne, mais cette fois-ci, Bruno ne va pas l'interrompre pour partir en intervention. Une chair glacée, c'est extraordinaire. Ça se mange cru, on fait les filets, après on les émince en carpaccio. Cet amoureux de la mer s'est engagé à la SNSM il y a 12 ans. Malgré les sacrifices consentis, il n'est pas prêt de renoncer. J'ai été secouru 2 fois dans ma vie, donc à un moment donné, je sais pas, ça m'a touché un peu. J'ai dit, mais un jour, il faudra que tu renvoies l'ascenseur. Tu as bien bénéficié de secours 2 fois dans ta vie, il faut peut-être que toi, tu t'impliques un peu. Donc voilà, c'est ça qui a nourri mon engagement. Cet après-midi, le marin-pêcheur va devoir enfiler son uniforme de la SNSM. Oui, j'ai là du poisson. Oui, du poisson, c'est bien reçu. Plus tard. Alors, demande-lui si au 300, 280, 300, on peut faire les feuillages. C'est le cap qu'on aura dans la passe. 2 fois par mois, la base du Cap Ferret organise des exercices avec sa vedette de secours au large. Bruno, le capitaine, est à la barre. François s'occupe des liaisons radio. Alors, on dégage le canal 10, unité 0. Aujourd'hui, les sauveteurs vont simuler l'évacuation d'un blessé depuis le pont. Les bénévoles de la SNSM doivent se former dans différentes spécialités. Secouristes, mais aussi plongeurs ou opérateurs radio. Ces entraînements à répétition découragent de plus en plus les équipages. Autant on peut motiver un équipage pour une sortie opérationnelle, là tout le monde est d'accord, tout le monde est partant. Pour multiplier des exercices, pour arriver à une qualification maximale, c'est beaucoup plus compliqué. Ça peut être à terme démotivant. Si on en demande trop, il n'y aura plus personne. Exactement. Si on en demande trop, il n'y aura plus personne. Seul le médecin du SAMU et les pilotes de la sécurité civile sont des professionnels rémunérés par l'État. Mais en intervention, les sauveteurs amateurs n'ont pas le droit à l'erreur. Quand on a les nouveaux qui arrivent à la station, ils sont souvent très surpris, quoi. Ils sont à la fois surpris par le large éventail de nos interventions, le large éventail des compétences qu'il faut avoir à bord et également le large éventail des intervenants qu'il y a en mer. Parce que le sauvetage en mer, c'est une grande chaîne en fait, de sauvetage qui implique énormément de personnes et de moyens. Au Cap Ferret, la SNSM ne manque pas encore d'effectifs, mais c'est le cas dans la plupart de ses bases ailleurs en France. Le lendemain, avis de tempête sur la côte atlantique. Une houle de 3 mètres déferle sur la plage. Des familles sont venues profiter du spectacle. Quelques téméraires défient les éléments. Rares sont les bateaux à s'aventurer dans les passes du bassin. Sur la terrasse de leur maison, François et sa compagne Marie effacent les stigmates d'une nuit de tempête. Quand il est de repos, François, le sauveteur en mer, est toujours disponible pour les interventions. Quand il y a tempête, les gens ne sortent pas, quoi. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait quelqu'un en mer, sauf quelqu'un qui arrive du large, qui est en perdition, quoi, on va dire. Dehors, il y a encore les pêcheurs, mais là, la passe, elle doit être fermée. Là. Il doit y avoir un peu trop de houle pour pouvoir sortir du bassin. Donc ceux qui sont dehors restent dehors et ceux qui sont dedans restent dedans. J'ai remis un paillasson là. Il y a 13 ans, ce couple a quitté le stress de la vie parisienne. Depuis, ils sont devenus les parents d'un petit Joachim. François est désormais ostréiculteur et capitaine de bateau-taxi. Il a aussi réalisé un rêve d'enfant, entrer à la SNSM. Quand j'étais gamin, c'était plutôt la chose mythique, quoi. Du genre, jamais je pourrais aller à la SNSM. Et en fait, finalement, en grandissant, on se rend compte que la SNSM a besoin de tout le monde. Et donc, du coup, on cherche le numéro de téléphone de la station la plus proche et on appelle le président et on dit, bah voilà, je m'appelle François, je suis disponible pour vous, si vous avez besoin de moi, quoi. Parce qu'après, une fois qu'on est dans la boucle, on est vraiment impliqué à 100%, quoi. C'est hyper important parce que
On nous appelle pour un caractère d'urgence et en un quart d'heure, il faut qu'on ait largué les amarres et qu'on soit en route vers l'endroit où il y a un problème. Donc voilà, la motivation, elle doit être totale et sans faille, quoi. Moi, je n'appelle pas ça du sacrifice parce que sinon je le ferais pas. C'est un engagement pour la communauté, quoi. Oui, donc on peut dire que c'est un sacrifice, mais en même temps, tu fais quelque chose de positif. Donc, par exemple, par rapport à Joachim, pour moi, c'est un exemple. François lui montre un exemple à suivre et pas uniquement un temps de « Oh là là, zut, il est pas là, mince, qu'est-ce qu'on va faire, etc. » Non, c'est pas ça. Un père modèle, mais parfois absent. Entre les interventions, les entraînements et les stages de formation, la SNSM prend beaucoup de place dans la vie de famille. Il y a un moment, il y aura un stage. Ils veulent que je le fasse, mais il faudra que je sois encore absent pendant une semaine. Une semaine? Ça va. À la peine. Ah bon? Et il faut partir à Saint-Nazaire. Et ça, vous venez de le découvrir, Marie? Oui. Vous saviez pas? Non. Et alors? Et je lui en parle en avance quand même. Là, hein. Ouais. Et je suis en train de réfléchir en fait. Là, je suis en train de penser aux vacances de Pâques, à ce que je vais faire avec Joachim. Mais bon, ça sera a priori, ça va pas être encore pour cette année. En fait, là, j'étais en train de penser, est-ce que je vais faire une randonnée quelque part avec Joachim? Pour me venger? Tous les deux. Ou est-ce que c'est les grands-parents qui viennent le garder La SNSM, c'est un peu le fil rouge, quelque part, finalement. C'est vrai, un peu. C'est un peu un fil rouge parce qu'il est tout le temps, c'est omniprésent, quoi. La vie de famille aussi, c'est omniprésent. Il n'y a que le boulot, on peut mettre une parenthèse. On se force à mettre une parenthèse. Mais bien que quand... Moi, je dirais que ça fait beaucoup. Le boulot, plus la SNSM, plus la vie de famille, il faut gérer après. Oui, ça fait des journées complètes. Voilà, ça fait un emploi du temps assez chargé. Donc, dans les familles, ça pèse un peu. C'est pas faux. Voilà, ça prend du temps. Donc c'est mon temps à moi aussi, le temps familial aussi que je donne aussi à la SNSM. François peut être appelé de jour comme de nuit et par tous les temps. L'année passée, les bénévoles des 237 bases de la SNSM ont secouru plus de 6000 personnes sur le littoral français. Si ces sauveteurs prennent des risques en mer, à terre, d'autres secouristes affrontent aussi les dangers. Sur la place de la mairie de Bayonne, une nouvelle journée de fête commence avec le traditionnel réveil du roi Léon. Est-ce que vous êtes prêts, les enfants, à recevoir les clés de la ville de Bayonne? Allons-y, s'il vous plaît. Une autre tradition déplace les foules, la célèbre course de vachettes. C'est le moment où les secouristes de la protection civile font preuve de beaucoup de courage. Tous les jours, cette place est transformée en arène. Des centaines de téméraires viennent défier la bête. Leur but, s'approcher au plus près de l'animal, en réalisant des figures sans prendre de coups de corne. Un jeu viril qui peut parfois laisser des traces. Au poste de secours, les premiers blessés arrivent. Vous avez fait perdre quelque chose d'essentiel, c'est genre juste par l'état de votre pantalon. Je me suis fait charger, mais du coup j'ai mangé la vachette. J'ai pris la vachette même. D'autres ont eu chaud aux fesses. J'ai voulu la repousser avec la 5 kg de plus. Des bobos vite soignés. Mais parfois, le choc est si violent que la victime ne s'en relève pas. Pour extraire le blessé, les secouristes doivent entrer dans l'arène au risque de se faire charger par la vachette. On regarde tous ensemble d'abord ce qu'il y a dans le sac, histoire de ne pas perdre de temps sur place. Décompresse et tout au fond sont les bandes. Alban, le responsable des opérations, est rompu à cet exercice. Strict minimum. Ensuite... Son métier, secouriste au domicile de personnes âgées. Pour les fêtes, il a imaginé une technique qui demande beaucoup de sang-froid.
Je pars en premier. Je veux voir personne devant moi. C'est moi qui donne l'axe de la marche. Seb fermera. On n'est que deux à devoir vous dire si on se couche sur la victime. Si on annonce, on pose et on se met le genou au sol. On se couche sur la victime. Sur le brancard, main sur la nuque, et on attend. On attend l'ordre de se relever. Le seul qui donnera l'ordre de se relever, c'est moi. Vincent n'emmène pas large. C'est la première fois qu'il s'apprête à intervenir dans l'arène. Les pulsations commencent à monter, on sent que la vachette va sortir. Du coup, on se prépare. Mon souvenir, c'est de voir le brancard avec les secouristes et la victime se faire soulever par la vachette. J'étais dans le public, en repos. J'ai vu la vachette arriver sur le brancard. Elle les a soufflés et strike. Adrien n'entrera pas dans l'arène. Il a choisi de rester à l'abri derrière les grilles pour accueillir les blessés au poste de secours. Je ne suis pas volontaire pour monter dans l'arène, déjà parce que il faut vraiment avoir beaucoup de courage pour y aller, parce que ça met la pression d'être en plein milieu avec une victime, avec la vache qui tourne autour. Dans 2 ans, 3 ans, j'essaierai d'avoir le courage d'aller dans l'arène. La dernière vache de la matinée fait son entrée. Et visiblement, elle est plutôt combative. Quelques instants plus tard, l'animateur lance un message d'alerte au micro. Une personne est au sol. Alban et son équipe doivent extraire le blessé au plus vite. Allez, poussez-vous. On s'écarte, allez, on s'écarte. Joe, maintiens tête. On la retourne, on fait un retournement. La tête de cette jeune femme a heurté le trottoir. Allez, bien à plat, Elle saigne énormément. Il faut tout de suite arrêter l'hémorragie avant de l'évacuer. Alban s'écarte pour garder un œil sur la vachette. Cela fait déjà 3 minutes que la victime gît au sol. Allez, faites le relevage. Allez, ensemble. Allez. C'est bien. Pour la sangle. Mais au moment de l'attacher sur le brancard, l'animal s'approche dangereusement. Allez, on se couche. Évitez de la tirer là. Reste couché. Le chapeau. Allez. La voie est libre. La jeune femme est finalement ramenée jusqu'au poste de secours. La blessure est grave. C'est une fracture du crâne. Les secouristes passent le relais à un médecin du SAMU. Allez. Ces courses de vachettes feront une vingtaine de victimes chez les fêtards. Un seul membre de la protection civile a été blessé, mais les risques pris par ces secouristes ont parfois des conséquences dramatiques. Une semaine après les fêtes, l'un des bénévoles présents à Bayonne est décédé d'un accident de la route. Bruno Robert, 52 ans, se rendait en urgence sur une intervention. Ce père de 3 enfants se dévouait depuis 12 ans pour la protection civile de Loire-Atlantique. Risquer parfois sa vie pour sauver celle des autres, de nombreux secouristes vivent au quotidien avec cette menace. Sur l'île de Noirmoutier, réveil grincheux pour Joris, le fils de Johan. Élodie, la maman, est également pompier volontaire. Il y a 7 ans, ils se sont rencontrés à la caserne de l'île. Depuis la naissance de leur enfant, ces jeunes parents ne prennent plus le risque d'intervenir ensemble. La crainte d'un accident les tourmente désormais.
On fait les interventions pareilles, tout est pareil, sauf que derrière, on a un petit truc dans la tête qui nous dit fais attention, quand tu rentres, t'as un mari, t'as un enfant. C'est vrai que derrière, on a juriste. Après, il peut se retrouver tout seul du jour au lendemain. On sait jamais ce qui peut se passer. Si on fait un accident de la route, il y en a un qui arrive un peu trop vite et puis qui nous shoot, c'est sur un feu, il suffit qu'il se passe quelque chose d'inattendu, soit brûlé. Le risque est permanent. Après, comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Donc c'est notre boulot, on est là pour ça. Donc si on commence à reculer parce qu'on a des enfants, on y pense, mais on y va quand même. Qu'est-ce que tu fais, toi? Aujourd'hui, Élodie est de service à la caserne. T'es sage, hein? Au revoir. Cette semaine, Johan est de garde. À tout moment, il peut être appelé pour des interventions. Ce jardinier va déposer son fils à la crèche avant de travailler dans les espaces verts de la ville. Un gros bisou à papa. Bonne journée et on y va. Comme de nombreuses communes, Noirmoutier autorise ses employés qui sont pompiers volontaires à s'absenter pendant leur travail. En zone rurale, c'est souvent le seul moyen pour secourir les habitants. Salut copain. Bonjour. Les chefs de service, comme celui de Johan, adaptent le travail des équipes en fonction des absences de leurs pompiers volontaires. Quand ils restent dans l'île sur une petite intervention relativement courte, le chantier ne s'arrête pas, ça continue. S'il doit partir en extérieur, par exemple avec l'ambulance, il me laisse un message en disant je suis parti avec l'ambulance. J'en ai pour grosso modo c'est une demi-journée. Donc là on sait et on doit arrêter le chantier, on passe à autre chose. Mais en général ça se passe bien. Aujourd'hui, opération nettoyage dans les massifs de lavande. À tout moment, William, le collègue de Johan, peut se retrouver seul avec le chantier sur les bras. On est habitué. Toute l'année c'est comme ça et puis moi ça me gêne pas. Il en faut des personnes comme ça au niveau de la vie des gens. De toute façon c'est très important. Sur Noirmoutier, on est quand même, je crois que c'est 8 ou 9 pompiers. Et on est là, on peut décaler la journée pour le service des habitants en fait. C'est quand même bien pour la population. On a besoin de moi aux pompiers, donc je quitte mon boulot pour aller à la caserne du coup. Et comme d'habitude, pour foncer à la caserne, c'est le collègue qui sert de chauffeur. William doit l'emmener en moins de 10 minutes. Je commence à enlever mes chaussures pour aller au plus vite. Parce qu'il y a un peu de monde sur la route. Et si je peux gagner quelques secondes, je le fais. Johan doit intervenir en urgence dans une maison de vacances. Un homme s'est blessé, il saigne beaucoup. Vous avez mal là? Non. Ici? Non. Là? Non plus. Vous pouvez bouger les pieds? Je vais vous poser un américain, monsieur? C'est quoi ça? C'est un gros pansement en fait. Envelopper votre plaie, la première, d'accord? Vas-y. La victime s'est ouvert l'avant-bras à travers cette vitre. Est-ce que ça fourmille au niveau de la main, monsieur? Est-ce que vous sentez des fourmillements? Côté gauche, pied à gauche, je sens plus. Celui-là? Ouais. L'homme a peut-être un nerf de l'avant-bras sectionné. Pour l'hospitaliser, Johan a besoin du feu vert du médecin du SAMU. Mais le téléphone et la radio sont saturés d'appels. L'attente se prolonge. Les pompiers commencent à s'inquiéter. S'il n'est pas pris rapidement, il peut avoir des conséquences, des séquelles au niveau... Ah oui, tout à fait. Ouais. Déjà qu'il a pris une perte de sensibilité au niveau de ouais. Ça c'est urgent. Assez, parce qu'il a quand même perdu, pas mal de sang et si c'est pas recousu rapidement, il peut avoir peut-être un peu plus de séquelles. Donc, Après 20 minutes d'attente, le SAMU livre enfin ses instructions. Vous avez 2 Noirmoutier pour SAMU 85, vous allez pouvoir transporter la victime sur les urgences du CH Chaland.
Pour les 3 volontaires, cette intervention va durer une partie de l'après-midi. Dans la vie d'Élodie et Johan, la passion pour les pompiers est omniprésente. Qu'est-ce que vous voulez boire? À l'heure de l'apéritif, ils retrouvent leurs amis, tous volontaires dans leur caserne. Pour parler d'un sujet essentiel. Les pompiers, toujours les pompiers. Non, en fait, on organise notre vie de famille par rapport au rythme de garde des pompiers. C'est surtout ça. Les congés sont posés sur le roulement des gardes de pompiers et les sorties en famille sont souvent fixées sur le roulement des gardes de pompiers. Dans cette bande de copains, seul Florian a renoncé à l'uniforme il y a 5 ans. Bon, il y a le travail, il y a la famille. Il y a aussi, moi je suis aussi investi dans le club de foot, donc il faut pouvoir jongler avec tout, donc je préférais arrêter quoi. Faut faire des choix des fois. Entre les défections et les départs à la retraite, l'effectif de la caserne diminue inexorablement. La caserne est vieillissante, nous on arrive tous à plus de 15 ans de service. Au bout d'un moment, on va s'essouffler malheureusement, mais s'il n'y a pas de relève derrière, pas de relève, pas de pompiers. Donc le gros souci, c'est le recrutement de jeunes ou de moins jeunes, mais au moins des gens qui travaillent et qui sont disponibles sur leur métier. Les jeunes veulent faire des études un peu plus poussées, donc ils doivent partir sur le continent pour travailler. Ces 10 dernières années, la France a perdu 46 000 pompiers volontaires, 600 casernes ont fermé. Celle de Noirmoutier a rouvert son école de sapeurs pour former des jeunes. Ils pourront prendre la relève, à moins qu'ils ne quittent l'île, eux aussi. S'il est difficile de trouver de nouvelles recrues, ce n'est pas seulement parce que les bénévoles doivent prendre des risques ou sacrifier leur temps. C'est aussi parce qu'ils doivent eux-mêmes trouver l'argent pour nous secourir. Sur le bassin d'Arcachon, à près de 60 km/h, 2 sauveteurs en mer foncent vers la dune du Pilat. Angèle et Cédric vont à la rescousse d'un plaisancier qui a cassé son hélice. Ouais, peut-être 7-8 mètres, avec 8 personnes à bord, on va le voir dessus. Angèle est maître nageur dans une piscine municipale. Cédric, lui, est plongeur chez les pompiers professionnels. Ouais, c'est là-bas, je confirme. Ouais. En mer, le secours aux personnes est gratuit. Mais quand ces bénévoles viennent remorquer un bateau, leur service est facturé. Ouais, c'est pour vous signaler l'arrivée sur zone. On est bientôt au contact de la vedette avec les personnes à bord. Avant de manœuvrer, Angèle va s'assurer que les propriétaires peuvent payer. Messieurs, dames. Bonjour, ça va? Alors, les messieurs, c'est pas des pompiers. Hein. Ça nous confond souvent. SNSM. Vous connaissez, Société Nationale de Sauvetage en Mer. Notre fils vous fera quand même un câlin, parce que déjà, c'est vrai? Je sais que vous allez nous sauver. Oh, ça c'est génial. Une question, est-ce que vous êtes assuré au niveau du bateau? Tout va bien. Ça a un coût, oui, vous vous doutez bien. Donc, si vous êtes assuré, tout va bien. Et puis voilà, il n'y a pas de problème particulier. Bon, on va préparer une remorque. Le dépannage de ces petits bateaux coûte 340 € de l'heure. Ces prestations rapportent 15 000 € par an à la base du Cap Ferret, la moitié du budget dont elle a besoin. On appelle ça. Et là maintenant, vous pouvez enlever votre mouillage. Les bénévoles interviennent 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Attention. Certains plaisanciers abusent parfois de leur disponibilité. Il y a des jours, certains jours, on peut être en colère par rapport à certaines interventions qui ne méritent pas qu'on nous appelle. Oh, mais des interventions où les gens peuvent s'en sortir tout seuls, ou simplement demander l'aide d'un bateau à côté. On a l'impression d'être des dépanneurs. Certaines interventions. Bon, là, dans le cas présent, beaucoup d'enfants à bord, ça fait plaisir de les ramener, même s'ils n'étaient pas en grand danger. Faites attention, rentrez un petit peu sur bâbord et ensuite... Le vent va nous y poser tout seul, nickel. Pour combien de temps? Pour la nuit. Parfait, super.
Aujourd'hui, Angèle et Cédric vont recevoir une belle récompense. Salut Pépère. À moi. Oui, c'est un câlin en général. Ah d'accord. Ah là, regarde. Le charme de l'uniforme ne séduit pas que les enfants. Dans mes bras, Angèle. Dans nos bras. Merci. Allez, on fait un câlin. Allez, on fait un câlin. Voilà. Ouais, Toujours comme ça, Angèle? Non, il faut pas dire ça, parce qu'autrement je vais me faire engueuler à la maison. Quoi. J'ai envie de dire, c'est beau. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression d'être trop dans cette mentalité au quotidien. Et de voir voilà, des gens comme ça, aussi gentils, disponibles, ils sont en plein repas, ils viennent pour nous secourir. Oui, merci. Merci. Ces petits gestes qui ne coûtent rien, c'est le bonheur des sauveteurs en mer. Pour les remorquages, Angèle et Cédric ont droit à une indemnité de 16 € chacun, quelle que soit la durée de l'intervention. Mais au Cap Ferret, tous les secouristes ont une coutume, ils refusent de percevoir la moindre somme. Je suppose qu'à partir du moment où on parle d'argent, peut-être que certaines personnes voudraient intervenir plus que d'autres, ou certaines râleraient parce que certaines interviennent plus que d'autres. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. Quand on part, on sait qu'on a 0 dans la poche, mais on part avec plaisir. Le président reverse ça sur une caisse équipage qui nous permet de temps en temps d'offrir un cadeau à une nouvelle maman chez nous, ou casser la croûte de temps en temps, ou payer un resto. Bon, voilà quoi. Depuis près de 50 ans, la SNSM assure cette mission de service public grâce à ses 7000 bénévoles. Mais leur bonne volonté ne suffit pas. Il faut aussi de l'argent. Et pour cela encore, l'association compte sur leur dévouement. Alors tu fais gaffe parce que le carton il s'ouvre. Prends-le par-dessous parce qu'il s'ouvre le carton. Ce matin du 15 août, les sauveteurs se retroussent les manches pour se transformer en camelots. Tous les ans, la fête de la mer est l'occasion de renflouer la trésorerie. Mais ici, ça va bien. Allez Sylvie, allez on s'active là, allez. Bon, que vous sachiez, t-shirt enfant, 10 €. 10 €. Adulte, 15. Sylvie ne participe jamais aux opérations de secours. Elle est experte dans un autre domaine, trouver des donateurs. Je me suis mise dans le jeu de vouloir apporter beaucoup d'argent à cette station qui mérite de toute façon. Est-ce que vous en rapportez beaucoup d'argent? Oui. Oui, on a récolté à peu près 50 000 € de dons. L'association doit collecter beaucoup d'argent car sa vedette de sauvetage est vieillissante. Pour la remplacer, la SNSM va devoir payer la moitié du futur bateau, soit 600 000 €. Le reste sera pris en charge par la région. Nous voilà. Bonjour messieurs, mesdames. La fête du 15 août est une excellente occasion d'attirer les donateurs. Olivier, on prépare l'appareillage? Les plaisanciers sont venus recevoir les bonnes grâces divines. En faisant bénir leur bateau, ils conjurent le mauvais sort en mer. La SNSM assure le reste du spectacle. Pour l'hommage aux disparus en mer, 2 de ces plongeurs bénévoles sont élitreillés pour déposer une gerbe de fleurs dans l'eau. Pour Sylvie, la pêche au don est bonne. Encore un fidèle donateur. C'est trop gentil. À chaque fois, vous pensez à nous faire un don. Ça, je trouve ça génial. C'est obligé. Voilà, allez, on va être généreux cette année. Vous prenez ça aussi? Oui. 30? Oui, je sais. 75? Oui. Tous les ans, je viens leur acheter quelque chose. C'est ma manière à moi de les soutenir. Je trouve même que c'est une cause publique qui devrait être financée plus largement par l'État.
Sans la SNSM, le secours en mer coûterait entre 300 et 400 millions d'euros par an aux contribuables. L'équivalent du budget annuel du ministère de la Jeunesse et des Sports. 2774,50. Et voilà, on est déjà à ça. Donc, c'est trop bien. Nous arrivons à 3149,20 €. C'est une bonne recette, ça? C'est pas mal. Et on n'a pas fini. Attention. Sylvie a le sourire. Cet été, la SNSM va encore mettre de l'argent de côté. Et elle va pouvoir remplacer sa vedette de sauvetage. Très investis dans leur mission, les bénévoles se retrouvent parfois engagés sur des interventions qui dépassent leurs compétences. Dans les Hauts-de-Seine, c'est l'heure des vacances d'été pour les enfants des bénévoles de la Croix-Rouge. Ils partent au Portugal, chez leur grand-mère. Là, c'est la course. C'est la course, mais après, on va souffler. C'est-à-dire grasse mat, petite fête Non, parce que demain, on est de garde à partir de 8h. Donc demain, 8h minuit, on est de garde pour le SAMU. Et je pense qu'on va avoir pas mal d'interventions avec les chaleurs, avec la canicule. Ça va être chaud dans tous les sens du terme, je pense. Ouais. L'activité est déjà soutenue aujourd'hui et comme la nuit promet d'être une des nuits les plus chaudes de la semaine, demain ça risque d'être compliqué. Manuela et Christophe vont pouvoir revivre leur passion comme au bon vieux temps. Ça nous rappelle nos débuts, quand on s'est connus aussi à la Croix-Rouge. Et puis c'est une activité qu'on aime tous les deux et on est content de la partager ensemble. Je pense qu'il est compliqué d'avoir une moitié qui n'est pas à la Croix-Rouge parce qu'elle ne comprendrait pas qu'on y passe autant de temps et autant d'énergie. Le lendemain, Christophe conduit l'ambulance sous les ordres de la chef d'équipe, Manuela. Non, c'est celle-là. C'est ça. C'est celle-là? Non. Si, c'est Domax 6. Christophe, je te dis qu'on va aux deux. Je te dis que c'est au coin de la rue. Il est 10h30. La température en région parisienne est déjà de 39 degrés. Principales victimes de cette canicule, les personnes âgées. Manuela et Christophe interviennent dans cette maison de retraite sans médecin de permanence. Vous m'entendez? Vous avez mal quelque part? À cause de la chaleur, cette dame, très affaiblie, peine à respirer. Ne mordez pas, ne mordez pas la sonde parce que le liquide ne peut pas sortir. Le liquide vous gêne pour respirer. Il faut que j'arrive à l'enlever. Madame, on va aller à l'hôpital. On va aller à l'hôpital de Colombes, à l'hôpital Louis Mourier. D'accord? Vous récupérez un tout petit peu là, parce qu'on vous a fait quelques petites misères pour vous aider à mieux respirer. Mais ensuite, on va aller sur l'hôpital de Colombes. Ouais, c'est mieux là. Manuela suspecte un œdème pulmonaire. L'état de la vieille dame peut s'aggraver pendant son transfert aux urgences. La chef d'équipe est inquiète. Au téléphone, elle réclame une ambulance du SAMU. Il est possible de les prévenir juste parce que, au cas où ça... Elle désature un peu dans le camion ou pas? Demande refusée. Ça aurait pu nécessiter un SAMU. Les moyens médicalisés sont tous dehors et il est compliqué d'avoir un moyen SAMU qui se déplace rapidement là. Habituellement, le SAMU mobilise ses ambulances selon la gravité des interventions. En cas de crise sanitaire, il fixe aussi des priorités en fonction de l'âge des victimes. Il y a une priorisation des envois médicalisés suivant l'âge, suivant les antécédents. Voilà, il y a plein de facteurs qui font que si le SAMU avait à choisir entre un enfant ou même un accident de la route ou quelqu'un de 40 ans, plutôt que... S'ils n'avaient qu'un seul moyen, en tout cas, ils l'enverraient forcément sur ce genre d'intervention et pas forcément sur des gens qui sont gravataires. En ce jour de canicule et de vacances, la Croix-Rouge va remplacer les professionnels des urgences débordés et prendre en charge des secours qui dépassent parfois leurs compétences. Une heure plus tard, l'équipe de Manuela est à nouveau envoyée sur une intervention critique. Ok, merci, salut. On part sur une femme enceinte de 5 mois qui ne se sent pas très bien et qui dit avoir des contractions. Un homme vient d'appeler pour sa femme. Elle a des contractions toutes les 30 secondes.
elle risque d'accoucher prématurément. Bonjour monsieur. Petite fille? C'est bien les filles. Bon, c'est un peu tôt pour qu'ils sortent. 12,5, 7. Il y a une contraction. Donc vous me dites quand ça recommence, quand elle s'arrête. D'accord? C'est important, c'est pour qu'on puisse calculer. Là, ça recommence. Vas-y, on calcule. En cas d'accouchement, Manuela n'est pas compétente. Seul un médecin ou une sage-femme peut agir. Au téléphone, la secouriste attend des instructions avec impatience. Normalement, le temps d'attente au SAMU reste inférieur à 30 secondes normalement. Et là, vous êtes à combien? Et là, j'en suis à 11 minutes 30. Oui, bonjour. C'est Manuela sur l'antenne Castor. Toutes les 30 secondes, j'ai des contractions de 40 secondes. Ok, merci bien. Au revoir. On va aller sur l'hôpital Louis Mourier en maternité. D'accord? On va y aller rapidement. Ça tourne pas? Ça va? Sûr? Si jamais le bébé venait à arriver avec presque 4 mois d'avance, il faut vraiment qu'elle soit dans un milieu hospitalier avec de la néonate. Cette fois, l'absence de soignants dans l'équipe n'a pas posé de problème aux secouristes, mais ce n'est pas toujours le cas. Au revoir. C'est là, il nous faut tout là. On part sur un arrêt cardiaque. Une auxiliaire de vie vient d'alerter le SAMU. Elle a découvert le corps inerte de la vieille dame dont elle s'occupe. Elle est chaude encore. Hein. Ouais, elle est chaude. Les secouristes tentent un massage cardiaque. Je pose le DSA. Attends, avant de poser le DSA. Je confirme une femme de 98 ans en arrêt cardio-respiratoire. J'essaye de joindre le médecin SAMU. Oui, bonjour. C'est Castor sur Neuilly. Je veux savoir si j'entends des... Non? D'accord. Appliquez les électrodes. D'accord, on arrête. D'accord, ok. Je confirme, cette personne est en arrêt cardio-ventilatoire. Tu m'envoies la police? Ok, merci. Salut. Le fait que ça fasse plus d'un quart d'heure qu'elle est comme ça, on n'entame aucune manœuvre de réanimation. Enfin, cette dame, elle est partie en fait. On va la mettre tranquillement dans sa chambre. La police va venir pour la constatation et un médecin de ville également. Au téléphone, le médecin a posé un diagnostic définitif par simple procuration. L'équipe de Manuela se sent désemparée. Normalement, en cas d'urgence vitale, c'est un médecin qui doit venir au secours des victimes. À 1h du matin, les bénévoles de la Croix-Rouge achèvent une journée marathon de 17 heures. T'ouvres avec le clé. Avant de rentrer chez eux, ils prennent un moment pour parler de cette intervention qu'ils n'auraient pas dû faire. Aujourd'hui, ça reste quand même une journée exceptionnelle. Il n'y avait pas de SAMU disponible, rien du tout. Sur un arrêt cardiaque, on a forcément un moyen médicalisé qui va venir. Là, aujourd'hui, voilà, les SAMU sont tous de sortie. À peine ils se libèrent, ils sont déjà repartis sur une intervention. Et voilà, aujourd'hui, on rentre un peu dans le contexte de 2003 où la Croix-Rouge a annoncé des décès alors que c'est absolument pas notre rôle. Cet été-là, les 7 jours de canicule ont provoqué 3300 décès, autant que le nombre de morts sur les routes pour toute l'année 2007. Dans les événements exceptionnels comme les fêtes de Bayonne, les bénévoles assurent aussi des missions qui n'ont plus rien à voir avec le secourisme. Dans la cité basque, la fête bat son plein et l'alcool coule à flot ce week-end. Voilà, relevez vos jambes. Ça va, allez, tu es avec les secours. Calmez-vous, madame. Qu'est-ce qui se passe? Cette nuit, Adrien est chef d'équipe à l'entrée du poste de secours le plus exposé de la ville. Allez, on le met sur le côté. Tu nous aides un petit peu, hein, ok?
sur le côté, on met la barrière. Merci, ouais. Adrien accueille les victimes qui se pressent à la grille. Ah, ouais, je vais l'emmener. Ça va, madame? Ouais, mais vaut mieux que ça, si, madame. Dans ce flot continu, le secouriste doit évaluer à la hâte si les fêtards nécessitent ou non des soins à l'intérieur du poste. Allez. Où est-ce que t'as vu du sang? T'as vu où du sang? T'as vu où du sang dans sa bouche? Je ne vois pas. C'est juste que ma s'il y a du sang, mais c'est rien. Ça va bien? T'as de mal quelque part? Où la bouche? T'as reçu un coup? Non? Pas de coup? Non, c'est bon, il n'a pas besoin de soins. Hein. Dans cette cour des miracles, l'alcool et la drogue rendent les diagnostics difficiles. Si certains font de simples délires, et pourquoi vous avez besoin de rentrer? Parce que c'est le cœur. D'autres sont à 2 doigts du coma. Dis-leur que c'est mieux de le mettre sur un brancard là-bas. Ce jeune homme ivre est incapable de parler. Pour évaluer la gravité de son état, Adrien doit mener une enquête express auprès de ses amis. On a vu qu'il était jaune. Donc, il a juste pris de l'alcool ou est-ce qu'il a pris de la drogue? De l'alcool, juste de l'alcool. Juste de l'alcool. En fait, on a vu qu'il était jaune. On s'est dit, on va peut-être arrêter là, tu vois. Après, il nous a dit qu'il voulait partir, et après, il est parti. Est-ce qu'à un moment donné, il a perdu connaissance? Ah non. Oui, oui, si. Les informations sont confuses. Par précaution, le patient est admis. Pendant la perte de connaissance, il n'a pas convulsé, il n'a pas eu de tremblement ni quoi que ce soit. Sachant que la perte de connaissance, elle n'est pas sûre, parce qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Ok? C'est bon? Le hall de cette université a été transformé en poste médical avancé. Seuls 3 médecins s'y relaient au milieu d'un bataillon de secouristes. Il s'occupe de tout ce qui est administratif, tri, petits soins, surveillance. Nous, on intervient pour les avis spécialisés, des gestes spécialisés, mais c'est eux qui font la grande partie du travail. Et nous, si on vient à 3, on ne peut pas assumer. Hein. Les bénévoles sont de bons samaritains, parfois confrontés à des situations qui n'ont plus rien à voir avec le secourisme. C'est interdit, il n'y a que vous. Mais tu te calmes, tu es sympa avec eux. Tellement calme. Ouais, je veux pas t'entendre. La nuit avance et à l'entrée, l'ambiance devient électrique. 4 vigiles protègent le site, ils sont un peu débordés. Alors qu'Adrien gère un nouveau cas, à 10 mètres de là, des hommes viennent de forcer la grille pour déposer un fêtard ivre-mort. C'est bon, les gars. Les secouristes sont pris à partie. Ils doivent aussi faire la police. C'est pas d'urgence, alors dégage. On leur demande juste de passer là, et ils veulent pas. Et ils explosent juste pour ça. Bon, là, on a la chance d'avoir les agents de sécu qui sont là quand même. Puis bon, on a quand même, vous voyez, on a quand même les CRS qui arrivent rapidement quand même. Donc c'est vrai que question de sécurité, on est bien protégé quand même, ouais. Et t'as des situations où tu dois être obligé de te défendre. Ouais. Ah ouais, des fois, on se fait agresser sur poste de secours, quoi que ce soit, où on doit se débrouiller tout seul, ouais. La sécu. Au même moment, une autre bagarre éclate dans le poste de secours. Il faut rester des gens devant. Ouais, ils sont dessus. Ouais, c'est vrai, ils sont dessus. Hey, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, au portail, on va prendre que les extrêmes urgences. Les autres, on va les faire attendre. On va les faire attendre, d'accord? Donc pour l'instant, on prend que les urgences. Là. Okay. Que les urgences. Okay. On attend que ça sécurise et que ça se temporise. Ok, pas de souci. Les CRS, qui patrouillaient dans le secteur, interviennent rapidement pour maîtriser cet homme à l'alcool mauvais. Il y avait de la violence et dans le poste de secours et à l'extérieur. Donc là, il a fallu gérer plusieurs paramètres, et la sécurité des bénévoles et la sécurité des victimes, pour éviter que le poste de secours se retrouve en moyen dépassé. C'est pour ça qu'on a arrêté l'accès au portail pour prendre en charge que les urgences, le temps que le poste de secours se mette en sécurité et qu'on puisse traiter les victimes déjà présentes. Adrien reste lucide et efficace. Attends, stop. Sa journée de secouriste a pourtant commencé il y a 16 heures. Vous vous sentez comment? Fatigué. Ouais, ça commence à tirer un petit peu entre tous les postes de nuit tous les jours, plus les postes de secours de jour. Là on arrive, il est 3h du matin. En fait, tant qu'il y a de l'activité, qu'il y a des victimes, etc., on ne le ressent pas. Mais quand à partir de 3-4 heures, ça commence à être un petit peu plus calme, ou l'adrénaline commence à tomber, et là ça commence à. On ressent la fatigue, on sent les pieds qui sont lourds.
Le chef d'équipe se couchera à 6 h du matin. Sur ce poste avancé, plus de 150 victimes ont été prises en charge. Les bénévoles, comme les pompiers volontaires, sont trop souvent livrés à eux-mêmes. Ils doivent alors se débrouiller pour nous sauver, avec les moyens du bord. À 400 km au nord, en Vendée, sur l'île de Noirmoutier, les 2 pompiers volontaires, Ludovic et Jean-Charles, ont eux aussi passé une nuit agitée. On était de garde cette nuit et on a pas mal bougé cette nuit de 20h30 à Jean-Charles a fini à 5h ce matin. Donc voilà. Ces enfants du pays, employés de la commune ou du département, se sont formés à l'école des jeunes sapeurs-pompiers de Noirmoutier. Ils se sont engagés comme volontaires par devoir civique pour pallier l'absence de secours professionnels sur l'île. On est rentrés pompiers volontaires tous les 2 la même année. Et aujourd'hui, ça fait 20 ans passés qu'on est sapeurs-pompiers volontaires à Noirmoutier. Le fait d'avoir un engagement chez les pompiers, ça vous permet de jouer sur différents tableaux. Voilà, vous avez votre vie de famille, vous avez vos hobbies, le sport, votre engagement chez les pompiers. Ça casse une routine qui pourrait s'installer. Ça casse les choses, quoi. Ouais. Et ça vous permet toujours d'aller de l'avant. On rend service à des gens, on rend service à la population. Et c'est ce qu'on recherche en fait aujourd'hui. On est fiers de ce qu'on fait, quoi, ça c'est sûr. Ce dimanche, Ludovic et Jean-Charles vont encore sacrifier leur soirée pour assurer la sécurité d'un feu d'artifice. Pour cette intervention, comme pour toutes les autres, ces volontaires perçoivent une modeste indemnité qui leur rapporte entre 50 et 200 € par mois. C'est vraiment un défraiement pour les sapeurs-pompiers volontaires et ça n'a rien à voir avec un salaire que peut toucher un professionnel. C'est environ entre 8 € pour le sapeur et ça monte à environ 11,50 € à peu près pour un officier. Ouais, par heure d'intervention. Qui peuvent être après majorés selon les créneaux horaires et les jours fériés, les dimanches et jours fériés. Une faible compensation, loin des 1 490 € par mois que touchent les pompiers professionnels en début de carrière. Ah ok, il est juste tiré là. Avant le début du feu d'artifice, Jean-Charles, Ludovic et leurs collègues sont venus évaluer les conditions de sécurité. L'emplacement du site les inquiète. Est-ce que vous avez vu les vents? Les vents sont sud, donc... Ah mais c'est rare que les vents soient sud aussi chez nous. Les vents dominants, ils sont toujours ouest-nord-ouest, quoi. Alors qu'ils sont chargés de prévenir les risques d'incendie, les pompiers sont tout de suite accaparés par un petit bobo. Tu as entendu crack ou pas quand... T'as pas entendu craquer? T'as le pied qui a fait ça? T'as le pied qui a pris? Ouais, c'est ça. Entorse. C'est une entorse, quoi. Ouais, c'est ça. Les pompiers ont pris en charge la jeune fille. Ils n'ont pas le choix. Pour une simple entorse, une ambulance doit la conduire à l'hôpital. Johan et 2 autres équipiers ont été réveillés pour la transporter. Ça a été court le repos. Plus que court, ça faisait 10 minutes que je dormais. Le feu d'artifice vient à peine de commencer. Comme Jean-Charles le craignait, le vent rabat des projectiles brûlants sur la foule. Ouais, je viens d'en prendre un sur la tronche. C'est des trucs de feu d'artifice. Tu viens de le prendre sur la tronche? Là, je viens d'en prendre un sur la tronche. Je voudrais vous dire, là, il m'est tombé un truc dans l'œil et ça me brûle du en regardant. Ah ouais. Attendez. Mettez-le dans la velours. Venez un peu, monsieur. Bah, décidément. C'est un projectile que vous avez reçu au niveau de l'œil. Vous étiez vraiment devant le feu d'artifice là? J'étais vers la Le SAMU souhaite qu'il soit vu à l'hôpital pour son aide. Ah bon? Ouais. Donc, Par précaution. ouais. Donc il va être transporté, on va demander une autre ambulance et il va être transporté sur l'hôpital de Challans. Ah oui. Pour cette deuxième blessure légère, la dernière ambulance de la caserne est mobilisée.
Désormais, en cas de réelle urgence, les pompiers n'ont plus de véhicules de secours. Une des solutions qui pourrait être envisagée, c'est d'avoir une troisième ambulance à Noirmoutier durant la saison. Vous auriez assez d'armes? Oui, là on a des hommes pour l'armée. Depuis plusieurs années, les volontaires de Noirmoutier réclamaient une ambulance supplémentaire qui vient enfin de leur être accordée. Pour nous venir en aide, volontaires et bénévoles font toujours plus d'efforts et de sacrifices. Pourtant, ils sont souvent victimes d'un manque de reconnaissance. Dans le centre-ville de Bayonne, malaise sur VP, personne inconsciente. les ambulances de la protection civile peinent à fendre la foule. L'équipage d'Adrien est la cible d'un jeu que les fêtards aiment beaucoup. Voilà, on entend des gens qui tapent sur le camion. Fais gaffe, t'as un mec accroché derrière. Hein. Ça, c'est leur jeu à l'ambulance. Souvent, à l'ambulance, soit ils tapent dedans, ils montent. C'est des petits paris qu'ils ont entre eux. C'est celui qui tombe le premier. Du coup, c'est vrai que ça peut être drôle, ça va vraiment pour certains, mais pour nous, effectivement, pour assurer la sécurité, c'est un petit peu plus délicat. Ils sont encore dessus là? Ouais, ils sont encore dessus, ouais. Accélère un petit coup si tu peux. Petit coup, bouge-toi. Les secouristes arrivent péniblement jusqu'à la victime qu'ils doivent prendre en charge. PC Saint-Léon, ici VPS P2 se présente sur les lieux, parlez. Madame. Allô? Pouvez vous lever? Laissez les secours. Voilà. La dame est en fait un jeune homme. Il s'est endormi sur la chaussée, il est conscient, mais complètement ivre. Monsieur, bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Ouais, il arrive, bien sûr, mais ouais. Comment? La communication est un peu compliquée. Vous avez bu de l'alcool? Ouais, bien sûr. Vous avez bu quoi? Il pense quoi avec votre alcool? Le seul remède pour ce patient, une bonne dose de sommeil sous surveillance médicale. C'est bon, tu l'attaches, on y va? Direction le poste de secours principal où stationnent les ambulances de la protection civile. À l'arrivée, Adrien va avoir une mauvaise surprise. Là, sur le côté, on a été tagué. Ça, c'était sûrement quand on était dans les petites rues, à un moment où on était pratiquement à l'arrêt, ils ont dû en profiter. Parce que lorsqu'on était sur l'intervention, il n'y avait personne autour, donc ça doit être quand ils étaient dans la rue. Donc là, va falloir nettoyer l'ambulance, quoi, avant de repartir. Donc là, va falloir frotter. Cette nuit, la fête basque a laissé des traces sur plusieurs ambulances. 3 autres véhicules ont été vandalisés. Du petit Bayonne, on a été obligé de se mettre à l'arrêt parce que c'était dense. Ouais. Et donc à partir de ce moment-là, l'ambu, elle était comme, tu vois, tu mets une pomme dans une fourmière, ça fait le même effet. On est parti dans la foule, et puis il y avait des zigotos alcoolisés qui nous ont un petit peu secoué le camion. Donc il y en a un qui est monté sur le toit, certains sur le marchepied qui a cassé. Ce soir, Stéphie et ses camarades ont un moment de découragement. Oh putain, ça franchement, ça c'est le genre de truc qui fout les boules, quoi. Avec du gel d'hydroalcoolique, ça marche bien. ça. Eh ben tiens, on va chercher. Essayez à chercher. Ouais. Comme si leur dévouement, balayé par cette incivilité, perdait de son sens. Voilà, regarde. Ça arrive, ouais, que malheureusement on ne soit pas respecté. Les secours publics le sont des fois pas, même eux, alors que c'est leur métier. Et nous, bénévoles, c'est encore plus frustrant parce qu'on donne de notre temps pour les gens. Et en échange, des fois, on a de l'agressivité ou bien des gens qui se comportent un peu mal avec nous. Donc, quand c'est dû à leur pathologie, on excuse la chose. Après, quand c'est gratuit, c'est un petit peu plus compliqué. Cette ingratitude est d'autant plus déplacée quand certains bénévoles mettent leur vie en danger pour sauver celle des autres. Au Cap Ferret, une banale opération de remorquage a bien failli virer au drame. Redresse! Franck, bénévole depuis 18 ans à la SNSM, est un marin expérimenté du bassin d'Arcachon.
Il y a 6 ans, il est parti en mission de sauvetage avec un autre équipier pour un bateau échoué sur le sable. Il n'imaginait pas qu'il allait frôler la mort. Il faisait grand beau, c'était mer d'huile, c'était le temps parfait pour être sur le bassin et en profiter. Le bateau était tombé en panne, ils étaient échoués sur la plage. Les personnes étaient sur la plage, donc non, il n'y avait pas de danger, immédiat, il n'y avait pas de risque. Non, tout allait bien pour eux. Pour préparer le remorquage, il dépose son collègue sur la plage. Ouais, il me semble que c'est par là. Quand il veut remettre les gaz, le moteur tombe en panne au plus mauvais moment. Il y a eu une vague qui est arrivée d'on ne sait pas où, qui a levé le nez du bateau et m'a retourné dans l'eau directement. Voilà. Je me suis retourné avec l'embarcation par-dessus. Il arrive un moment où on sait qu'on n'est pas un poisson, mais il va quand même falloir qu'on ouvre la bouche, même si on est sous l'eau, ce sera un réflexe. Et voilà, j'ai réussi à me dégager juste avant d'avoir ce réflexe. Et donc j'ai pu ouvrir la bouche, mais heureusement, une fois que j'étais dégagé dans la poche d'air sous le bateau. Franck s'en est sorti avec un écrasement des vertèbres cervicales. Il était chef d'entreprise dans le bâtiment. Il a dû s'arrêter de travailler un bon moment. 42 jours sans pouvoir aller travailler, quand on a une société et des salariés, c'est dur. Remonter la pente après, financièrement, c'est quand même assez dur, oui. Pour ses bénévoles, la SNSM a souscrit une assurance en cas d'accident. Mais pour 1 mois et demi d'arrêt de travail, Franck n'a perçu que 1 240 €. Vous avez été bien indemnisé? Ça, je pense que c'est le sujet qu'on va éviter, donc on va pas s'étaler sur le sujet, mais bien indemnisé, non. Indemnisé, oui, voilà, simplement. C'est tout ce que je dirais là-dessus. Voilà. Il n'y a pas de quoi vivre, non. Franck gardera des séquelles physiques à vie. C'est le câble qu'on a coupé, ça. Michel, qui faisait équipe avec Franck ce jour-là, a été traumatisé par l'accident. Il a vu son collègue disparaître sous le bateau de 600 kilos sans pouvoir le dégager. Je crois que c'est le truc le plus horrible qui m'est arrivé pour l'instant. Mais tu sais pas comment tu vas le sortir, tu sais même pas où il est, tu sais pas comment ça se passe, tu sais pas. C'est pas difficile, tu sais rien. On le voit pas ressortir, alors on s'inquiète. Vous avez eu peur pour lui? Très peur. Est-ce que les gens que vous avez secourus, est-ce que vous avez eu des nouvelles après? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce qu'ils se sont inquiétés de votre état de santé? Est-ce que... Non. Ça paraît peut-être normal pour les gens, donc non, on n'a pas... C'est très très rare qu'on ait des remerciements. Quelques semaines plus tard, Franck et Michel sont remontés sur leur Zodiac. Malgré les réticences de leur famille, ils n'ont pas renoncé à être sauveteurs en mer. Les bénévoles et les volontaires du secours d'urgence s'engagent d'abord pour apporter du sens à leur vie. Mais ils sont aussi l'exemple d'une société encore généreuse et solidaire.